Je suis Rodrigue Loyer et je représente ce soir donc l'APSES, l'association des professeurs de sciences économiques et sociales. Donc avant tout, l'APSES vous souhaite la bienvenue à vous toutes et à vous tous à ce café de sciences sociales de l'APSES et organisé avec le soutien donc d'Alternatives économiques. Ce café a pour thème la question de la gestion de la dette européenne. Et donc l'événement sera l'occasion, à quelques jours de l'unique tour d'élections européennes, donc d'avoir une réflexion politique citoyenne sur cette question de la dette. L'APSES donc tient très chaleureusement à remercier donc Catherine André, la modératrice du débat. Donc Catherine est rédactrice en chef adjointe à Alternatives économiques et également donc cofondatrice et directrice éditoriale donc, de Vox Europe, un média européen donc, en 10 langues. Remercier également du coup nos deux intervenants, donc Isabelle Coupé-Soubéran, maîtresse de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et co-autrice de l'ouvrage donc Le pouvoir de la monnaie, donc aux éditions Les Liens qui libèrent et donc paru donc en janvier 2024. Voilà. David Kayla, donc maître de conférence à l'université d'Angers et co-auteur du livre donc Pensée d'alternative aux éditions Fayard est paru lui donc en février 2024. Et l'APSES remercie également le Café de la Mairie pour son accueil et puis donc le public pour sa présence. Le débat donc a pour problématique quelle gestion de la dette des budgets européens et nationaux pour faire face aux différents multiples défis contemporains. Plus précisément, la trame du débat que l'on va proposer à nos deux chercheurs est la suivante. Le monde est aujourd'hui en tension, multipolaire, et l'extrême droite est aux portes du pouvoir dans nombre de pays européens, et la guerre est aux portes de l'Europe. Et le projet européen, qui avait pour objectif de s'opposer au nationalisme et de garantir la paix au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, reste plus que jamais incompris. Du coup, ce nouveau contexte pose la question de la gestion de la dette et des budgets européens et nationaux, et de la viabilité des règles budgétaires en matière de politique européenne pour faire face justement à ces multiples défis, croissance dans la zone, innovation, gain de productivité et pouvoir d'achat, sécurité et défense. Et dernière question que l'on va se poser, et qui est notamment l'objet du livre de Isabelle et avec lequel il y aura sans doute un débat animé peut-être entre nos deux intervenants, faudrait-il en particulier envisager des annulations de dettes à l'échelle européenne? Donc, mesdames et messieurs, bonne soirée et discussion. Et voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là et de modérer ce débat entre vous, David et Isabelle, sur cette question de la dette. Et le mot n'a pas été prononcé, mais peut-être les défis, les besoins colossaux de la transition écologique sont peut-être un des aspects peut-être les plus urgents finalement à financer, avec toute la question du financement. Et je vais te passer la parole tout de suite, David, avec peut-être en tête les contraintes et les marges de manœuvre face à ces besoins. Merci. Non, merci à l'APSES d'organiser ce débat. Alors effectivement, la question des budgets, la question budgétaire est une grande question. On sait que l'État, c'est un organisme qui prélève de la fiscalité et qui dépense pour le bien public cet argent. Et donc c'est ce qu'on appelle la politique budgétaire. Alors cette politique budgétaire, elle est soumise à deux grandes contraintes aujourd'hui. Je voudrais les analyser l'une après l'autre. La première, c'est la contrainte politique et démocratique. Nous sommes en France dans les institutions européennes, dans l'Union européenne. L'Union européenne elle-même est inscrite dans la mondialisation. Et donc ça impose tout un ensemble de contraintes sur lesquelles je voudrais revenir. Et puis la deuxième contrainte, c'est la contrainte écologique et sociale. Les besoins de financement de la transition écologique, répondre aux besoins sociaux sont au cœur de ce que doit faire l'État
de ce qu'on doit collectivement faire, par l'État ou par d'autres d'ailleurs, d'autres biais. Et je voudrais revenir dessus parce que c'est des contraintes qui sont extrêmement importantes. Et donc la question de comment on y répond dans un contexte néolibéral, comment on répond à ces enjeux, me semble être une question fondamentale, en particulier pour la gauche. Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur ce que moi j'appelle la gouvernance néolibérale des budgets publics. Pourquoi parler de néolibéralisme? Bon, c'est un mot sur lequel j'ai beaucoup travaillé personnellement et qui n'est pas toujours bien défini. En fait, pour moi, le néolibéralisme, c'est l'idée d'organiser la société autour du principe des prix de marché. Ces prix de marché devant eux-mêmes créer des incitations qui doivent coordonner les comportements sociaux. Et en fait, on va retrouver cette idée dans quasiment tout, que ce soit le marché européen de l'électricité, où on a vu que la crise du gaz a fait que tout d'un coup, les prix ont explosé, et donc les incitations ont fait que certaines entreprises ont dû fermer. Voilà, c'est ça les incitations. Mais ce système-là fonctionne également en matière budgétaire et fiscale, puisque ce qui va être au cœur de la gouvernance budgétaire néolibérale, c'est le fait de faire surveiller les budgets nationaux par les marchés financiers. Alors concrètement, comment on fait ça? Déjà, on commence par interdire tout financement de la Banque centrale des budgets publics, c'est-à-dire de faire en sorte que la BCE, alors on va y revenir parce qu'elle a un rôle important dans le système financier, bien sûr, et le système bancaire, mais la BCE, elle ne peut pas financer directement les États, et donc ça oblige les États à se financer, alors non pas par des banques individuelles, parce qu'on comprend bien que les besoins financiers de l'État ne sont pas, on ne peut pas faire un prêt de 50 milliards comme ça auprès du Crédit Lyonnais, ça ne marcherait pas. Donc les États émettent des obligations publiques, ces obligations sont rachetées par des banques qui en fait rachètent des obligations pour leurs épargnants, pour leurs fonds d'investissement. Et donc, le mécanisme par lequel l'État trouve des financements par l'endettement, se fait sur les marchés financiers. Et donc, tout le problème, c'est quelle est la contrainte de marché auquel il fait face, quel est le prix auquel il fait face? C'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt à long terme, c'est-à-dire ce que rapportent les obligations pour les détenteurs, mais ce que coûtent les obligations publiques pour l'État. Et donc, ce marché obligataire, il va fluctuer. Il va parfois intégrer une prime de risque, c'est-à-dire le fait que les marchés financiers vont se dire cet État pourrait ne pas être solvable et donc pourrait faire défaut. Et c'est ce qui explique par exemple que l'Italie emprunte à des taux bien plus élevés que la France, ce qui coûte très cher aux Italiens, parce que les marchés financiers ont moins confiance dans la capacité de remboursement de l'Italie qu'ils l'ont par exemple pour la France ou pour l'Allemagne. Donc on a un mécanisme qui est fait de surveillance des budgets publics par les marchés financiers, puisqu'on exige que les États empruntent auprès des marchés financiers. Alors ça, c'est la contrainte financière qui est au cœur du néolibéralisme, mais à cette contrainte va s'ajouter d'autres contraintes institutionnelles qui sont liées au mécanisme de gouvernance de l'Union européenne elle-même. Puisque lorsqu'on a voulu créer l'euro, souvenez-vous, traité de Maastricht, on impose des règles budgétaires, alors c'est les fameux 3% de déficit maximal et 60% d'endettement public maximal, mais à l'époque, c'était des critères de convergence. Avec le pacte de stabilité, le traité d'Amsterdam en 1997, on va les graver dans le marbre, puisqu'on va dire, même une fois que l'euro est créé, il faudra limiter l'endettement public et les déficits publics. Pourquoi on fait ça? Parce que dans l'idée des néolibéraux qui nous gouvernent, il pourrait y avoir un problème de passager clandestin. C'est-à-dire que dans un marché unique, marché du capital unique, les taux ont tendance à converger. Ce qui veut dire qu'un État qui gère moins bien ses finances publiques va bénéficier du même taux qu'un État qui gère moins bien. Alors en fait, ce n'est pas vrai, puisqu'on vient de le voir que pour l'Italie, mais il y a eu quand même une convergence des taux d'intérêt pendant la période de l'euro. Et donc, il s'agissait d'éviter que des États ponctionnent l'épargne de leurs voisins en profitant par exemple de l'épargne allemande. L'Italie pourrait bénéficier de taux d'intérêt plus faibles. Et donc, on interdit aux États de trop s'endetter pour cette raison-là. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup de solidarité intra-européenne de fait. Et donc ça, d'ailleurs, on va y revenir, c'est un peu un problème. Bon, ce pacte de stabilité, il n'est pas tellement respecté, y compris d'ailleurs par l'Allemagne au début des années 2000, puisque l'Allemagne devait faire face à un coût de la réunification qui était très élevé.
Du coup, après la crise des dettes souveraines, après la crise de 2008, il y a eu un moment, souvenez-vous, on va pouvoir dépenser, on fait des plans de relance, mais ça a été très, très court. Hein. À partir de 2011, eh bien, les budgets publics recommencent à limiter l'endettement et à baisser les déficits. Et donc, on va négocier et valider le pacte budgétaire en 2012, qui, lui, complète et renforce le pacte de stabilité, en imposant aux États signataires, alors ce n'est pas tous les pays de la zone euro d'ailleurs, c'est assez particulier, enfin si, c'est tous les pays de la zone euro, mais ce n'est pas tous les pays de l'Union européenne, puisque je crois que la République tchèque n'est pas signataire par exemple, et donc on impose cette fois-ci d'aller vers l'équilibre structurel, c'est-à-dire vers les 0%. Alors structurel veut dire indépendamment de l'activité conjoncturelle. Alors ce pacte de stabilité, eh bien, il n'a pas été respecté. Le traité budgétaire de 2012, il a été mis entre parenthèses et en fait il n'a pas vraiment été respecté. Mais en fait il y a un souci, c'est que pour respecter le pacte budgétaire, il faut qu'on arrive à calculer le déficit structurel. Et ça pose un énorme problème parce qu'il y a des biais d'interprétation en fait. Et l'un des exemples les plus fameux, c'est l'Italie, qui a vu sa croissance potentielle baisser au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'elle n'était jamais à l'équilibre structurel parce qu'on considérait que sa croissance était faible. Pour le dire très simplement, le déficit structurel, c'est le déficit en cas de croissance normale. Donc si on met une croissance normale à 3%, on pourra faire plus de déficit que si on estime que la croissance normale est à 1%, voire à 0%. Et donc plus le calcul du déficit structurel changeait pour l'Italie, plus l'Italie devait faire des économies, et donc évidemment ça affaiblissait sa croissance, etc. etc. C'était le mécanisme. Alors on a aussi fait, en dehors des traités, je l'ai oublié d'en parler, le semestre européen et ce qu'on appelle le two-pack et le six-pack. En gros, alors ça c'est pas des nouveaux traités, c'est des manières de les appliquer. On demande, dans le but de coordonner les politiques budgétaires, on demande aux pays européens de proposer, d'indiquer à la Commission européenne en amont, c'est-à-dire au premier semestre de l'année, leur discussion budgétaire et faire en sorte que le budget prévu pour l'année suivante soit validé par la Commission européenne avant qu'il soit soumis au vote du Parlement. Et donc ça, c'est quand même une énorme atteinte démocratique au principe simplement de débat public, parce que évidemment, c'est la Commission européenne qui valide ou invalide les budgets, c'est pas le Parlement européen. C'est-à-dire que c'est une validation technocratique et pas du tout une validation démocratique. À tel point que lorsque l'Italie, en 2018, a élu un gouvernement qualifié de populiste, elle avait refait son budget, mais son budget était en déficit de 2,4%. C'est-à-dire qu'il était en dessous de la barre des 3%, le déficit. Mais la Commission européenne considérait que ce budget n'était pas dans les normes parce qu'il n'attendait pas vers la trajectoire prévue au départ et négociée par les gouvernements précédents. Et surtout, il ne tendait pas vers l'équilibre structurel. Et donc, il y a eu des négociations âpres entre le gouvernement italien et les autorités de la Commission pour qu'on réduise le déficit à 2% du PIB. Et ça fait que la réforme des retraites qui permettait aux Italiens de partir plus tôt, qui était l'un des composants du programme du gouvernement de l'époque, n'a pas pu être mise en place. Donc là, on a un effet direct du contrôle technocratique du budget qui implique que les Italiens doivent partir plus tard à la retraite. On a d'ailleurs les mêmes types de négociations en France, puisque dans le cadre des accords budgétaires entre la France et les autorités européennes, il y a des réformes, typiquement la réforme des retraites ou la réforme de l'assurance chômage, qui ont été négociées avec les autorités européennes. Donc on voit bien ici, donc là je vous ai dit un peu le brosser à grands traits, il faut que j'avance, la question des institutions européennes. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un manque démocratique flagrant, et il n'a pas été résolu par les réformes qui ont été envisagées. Alors par exemple, première réforme, le grand emprunt européen. Alors c'est un emprunt qui vise à mettre sur la table 750 milliards d'euros, 390 milliards de subventions directes, 360 milliards en fait de prêts, donc de prêts à taux réduit, mais en réalité ça concerne que certains pays parce que la France par exemple n'a pas besoin d'emprunter par ce biais. Et donc c'est l'emprunt direct de l'Union européenne pour essayer de financer le plan de relance après le Covid. Sauf que en fait c'est quand même une dette européenne qui sera remboursée à partir de 2028.
Ce qui veut dire que, en fait, pour préserver les marges budgétaires de l'Union européenne, il va falloir trouver des ressources propres, c'est-à-dire une fiscalité. Comme le grand emprunt, c'est 70% du budget européen, ça veut dire qu'on a 70% du budget européen à retrouver en forme de fiscalité nouvelle. Et donc cette fiscalité, forcément, eh bien, elle ne sera pas au bénéfice des États nationaux, mais elle sera au bénéfice de l'Union européenne, si on arrive à s'entendre. Sinon, il va falloir qu'on réduise le budget européen pour permettre de rembourser la dette européenne. Alors, dans un État normal, on fait rouler la dette, on ne rembourse pas. Et l'Union européenne pourrait tout à fait faire ça, sauf qu'elle a décidé par avance de ne pas faire ça. C'est-à-dire de rester en 2035 à un endettement de 0, ce qu'elle était avant le plan de relance. Et ça, pour moi, c'est un énorme problème. La réforme du pacte de stabilité, bon, c'est une réforme cosmétique, je ne vais pas y revenir dessus, on pourra en discuter pendant les questions si vous voulez. Et puis alors, il y a un autre effet, mais ça peut-être que Isabelle en parlera aussi, c'est les politiques monétaires non conventionnelles, c'est-à-dire le quantitative easing. En fait, qu'est-ce que ça a été? Et à mon avis, c'est une politique qui était intéressante, même si dans les modalités, il y a beaucoup de choses à redire, mais il s'agissait en fait de contrôler les taux longs en rachetant des obligations publiques sur les marchés de manière à faire baisser les taux. Et ça, c'est ce que la Banque centrale américaine a commencé à faire. La Banque du Japon le faisait depuis longtemps, mais elle l'a fait à l'automne 2008, et suivi ensuite par la Banque d'Angleterre, et puis suivi avec beaucoup de retard par la BCE au moment justement de la crise des dettes souveraines. L'objectif de ces rachats, c'est pas la création monétaire. C'est-à-dire, pour moi, ces rachats ne sont pas de création monétaire dans le sens où personne n'a plus d'argent pour dépenser dans l'économie réelle. C'est juste des transferts, des changements de, comment dire, la structure des bilans des banques commerciales change. Elles avaient des titres financiers, maintenant elles ont des liquidités à la place. Voilà. Mais ça ne change rien, ça ne suscite pas plus d'emprunts spécifiquement dans l'économie réelle. Par contre, ça fait baisser les taux d'intérêt longs et ça permet aux États de se financer dans une période de crise. Évidemment, la période du Covid a été la période la plus importante pour cela. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que pour la première fois, on a rompu avec le principe néolibéral que je décrivais. C'est-à-dire que ce n'est plus les marchés financiers qui déterminaient les taux d'intérêt, c'est la BCE. Alors, elle ne déterminait pas directement les taux d'intérêt, mais elle intervenait pour agir sur les taux et donc agir sur les prix. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de donner des marges de manœuvre à l'État. Bon, alors maintenant, je voudrais revenir. Il me reste 5 minutes. Sur le cœur du problème, parce que là c'est un peu technique, sur les enjeux écologiques et sociaux. Alors tout d'abord, pour dire une chose, le coût de la transition écologique est gigantesque. Alors pour le comprendre, il faut juste réfléchir à 2-3 éléments de cette transition. Alors on pourrait parler de la rénovation des bâtiments, mais quelque chose qui est encore quasiment pire, c'est la transformation de tous les véhicules thermiques en véhicules non carbonés, électriques ou autres. C'est le développement de transports publics. C'est le changement de toutes les machines, outils aujourd'hui qui fonctionnent au pétrole et qu'on voudrait qu'ils fonctionnent de manière décarbonée. C'est la transformation des centrales, parce qu'il va falloir évidemment beaucoup plus d'électricité, donc il va falloir de nouvelles centrales électriques, mais aussi qui ne fonctionnent pas au charbon, au gaz ou à des énergies fossiles. Tout ça en 25 ans. 26 ans. Enfin, pour moi, on a du mal à imaginer ce que ça veut dire de changer toute une partie des biens d'équipement actuellement utilisés, qui fonctionnent très bien, par d'autres biens d'équipement qui vont sans doute bien fonctionner aussi, mais avec une mécanique totalement différente. En fait, le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz estime, alors bon, moi je n'ai pas bien sûr les moyens de faire ce calcul d'estimation, mais ils estiment que uniquement pour la partie décarbonation, qui n'est qu'un des éléments de la transition, et dans laquelle on oublie le social, eh bien, ça coûtera plus de 2% du PIB en termes de surcroît d'investissement. Si on devait intégrer la réparation des écosystèmes ou tout un ensemble d'autres problématiques qui ne sont pas juste la décarbonation, on arriverait à bien plus. Alors, je ne peux pas faire une estimation. Moi, j'ai mis ici sur ma feuille 4% du PIB, mais bien sûr, c'est à la louche. Ce qui est important, c'est que ça coûtera très cher. Dans le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, il y a aussi un élément très important qu'il faut garder en tête. Cet investissement n'est pas rentable, il n'augmente pas la productivité du travail. Ça veut dire qu'il ne crée pas de croissance. Ça veut dire que cet investissement, c'est un surcroît d'investissement par rapport à ce qui est aujourd'hui. Or, l'investissement d'aujourd'hui, déjà, ne crée pas beaucoup de croissance, parce qu'on est quasiment en stagnation. Et la productivité du travail stagne, voire baisse. Donc on parle d'un effort d'investissement de 2 à 4% du PIB qui ne fera pas de croissance, qui sera juste là pour remplacer des outils qui fonctionnent par d'autres outils qui fonctionnent, donc qui ne sont pas obsolètes.
Et c'est ça qu'il faut bien prendre en considération. Alors, bien sûr, ces investissements, ça sera fait par les entreprises, par l'État, par les ménages. Parfois, d'ailleurs, ça ne sera pas comptabilisé comme des investissements, mais comme de la consommation. Quand on va changer son véhicule, ben, ça sera la consommation. Alors, ce coût, pour moi, c'est un coût réel. C'est-à-dire qu'il va se voir dans l'allocation des ressources réelles. Alors, les ressources, c'est quoi? Bah, c'est la main-d'œuvre, le travail et les matières premières. En fait, ce que c'est que l'économie, c'est la transformation de matières premières en objets utiles qui va servir à rendre des biens et des services. Cette activité de transformation, elle a besoin de ressources. Ces ressources, eh bien, elles sont limitées. Donc ça veut dire que si on veut augmenter l'investissement, eh bien, ça se traduira mécaniquement, à PIB constant, par une baisse de la consommation. Alors, beaucoup d'entre vous ici êtes des profs de SES, donc je pense que vous êtes familiers avec l'équation de base de l'économie réelle, qui est Y égale C plus I plus G. Alors, Y, c'est le PIB, donc c'est l'activité économique annuelle, c'est un flux, bien sûr. G et C, c'est des consommations individuelles pour C et collectives pour G. C'est les consommations de services publics. Et I, c'est l'investissement. Alors, on peut rajouter à cette équation, mais j'y reviendrai tout à l'heure, la balance extérieure. Si on a un PIB constant, et si on veut augmenter I, et si en plus on veut augmenter G, c'est-à-dire les services publics, parce que, bon, à mon avis, on va être obligé d'augmenter la production de services publics, eh bien, ça se traduit mécaniquement par une baisse de C, c'est-à-dire des dépenses de consommation des ménages. Et comment fait-on pour baisser la consommation des ménages? Alors, soit on augmente le taux d'épargne, mais en fait, on n'a pas beaucoup de maîtrise dessus, soit, de fait, il va se passer une baisse des revenus des ménages. Et c'est cette équation qui rend la transition compliquée, parce qu'on est sur une transition de 20 ans, de 25 ans, pendant lesquels le pouvoir d'achat des ménages stagnera. Et même s'il y a plus de services publics qui sont rendus, ça veut quand même, c'est pas pareil d'attendre un service public ou d'avoir des revenus qu'on peut dépenser selon sa guise. Aujourd'hui, dans le PIB, la consommation des ménages, c'est un peu plus de 50%. Moi, je tendance à dire on a 50, 25, 25, c'est-à-dire 50 consommation des ménages, dépenses de consommation des ménages, 25 services publics, en gros, hein, et l'investissement, c'est les restes 25%. Eh bien, si vous voulez augmenter structurellement les dépenses d'investissement, il va bien falloir prélever et maintenir ou augmenter G, il va bien falloir prélever sur les ménages. Et c'est ça le fond du problème. Et après, là, je fais l'analyse en termes réels, parce que je pense que c'est la seule qui vaut vraiment pour comprendre les enjeux. Bien sûr, il y a des ressources non utilisées. Et c'est là où la finance, où certains outils peuvent être utiles. Il y a des chômeurs. Bon, ok. D'abord, ils ne sont pas tous aptes à travailler. Hein. La population active au travail n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui. Là aussi, on a du mal à comprendre ça, parce qu'on se dit que comme il y a beaucoup de chômage, la population active occupée doit être inférieure à ce qu'elle était il y a 30 ans ou à 40 ans. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Parce que, en fait, avant, il y a 40 ans ou 50 ans, l'emploi des femmes était plus faible. Et donc, ce qui se passe, c'est que, globalement, la population active occupée aujourd'hui n'a jamais été plus élevée qu'à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour trouver de nouvelles ressources humaines pour financer ce travail, c'est-à-dire ces dépenses d'investissement? Et bien sûr, il y a toutes les ressources réelles, c'est-à-dire les matières premières, l'espace foncier, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de ressources qu'il faut aller là-bas et qui n'iront pas dans la consommation des ménages. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors en fait, on peut aussi raisonner... Oui, alors, les dépenses publiques permettent de dépenser la production non rentable. Qu'est-ce que ça veut dire non rentable? Ça veut dire en fait quelque chose de très simple, non productif de bien-être, qu'on peut acheter. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une production rentable? Une production rentable, c'est une production qu'on peut vendre à un individu et qui est prêt à la payer. Quand il s'agit de réparer un écosystème, bien sûr, c'est une dépense. Mais personne, individuellement, est prêt à payer pour cela. Donc on se retrouve dans un problème de financement. Qui doit payer? Et là, le problème, c'est que, pour moi, ça ne peut se faire que par rapport à la fiscalité. Hein, c'est-à-dire que collectivement, alors, on diminue notre consommation par l'impôt et on bascule une partie des ressources réelles vers la réparation de cet écosystème. Et toutes ces dépenses non rentables, en fait, elles sont au cœur de la transition. Bon, je termine. Parce que la question, c'est comment faut faire et comment peut-on faire. Alors,
En fait, l'Europe a une chance, c'est qu'on n'est pas dans une économie fermée, on est dans une économie ouverte. Et donc l'équation que j'ai montrée, eh bien, il lui manque un aspect que vous connaissez bien sûr ici, c'est la balance commerciale. Donc si je refais l'équation, Y égale C plus I plus G, plus X moins M, c'est la balance commerciale. Et X moins M, c'est en fait le taux d'épargne de l'Union européenne, les capacités de financement que dégagent les collectivités européennes, globalement, enfin pas de l'Union européenne, mais de l'ensemble de l'économie européenne. Et ce taux d'épargne, eh bien, il est de 200 à 300 milliards par an. Et ces 200 à 300 milliards par an, aujourd'hui, eh bien, ils sont versés ils sont utilisés, ils ne sont pas utilisés en Europe, ils n'ont pas de débouchés, et donc ils sont utilisés à financer les investissements aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde. Eh bien, pour moi, la marge de manœuvre, elle est là. La marge de manœuvre, elle est d'arrêter d'exporter nos biens, d'arrêter d'utiliser nos ressources en termes de travail, en termes de ressources naturelles pour exporter, d'arrêter cette politique mercantiliste et de redéployer ces ressources dans la transition écologique. Et là, on arrive à des... Alors ça dépend des années bien sûr, mais on est entre 2 et 4%. Alors certains pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, on est beaucoup plus. D'autres pays comme la France, on est négatif, on est en besoin de financement. Mais la solution, eh bien, c'est qu'il faut arrêter de gaspiller nos ressources propres à vouloir exporter pour des raisons mercantiles. Et pour cela, eh bien, il faut sortir de la logique financière. C'est-à-dire qu'il faut contrôler les capitaux, éviter que les capitaux qu'on épargne en Europe aillent financer des projets spéculatifs aux États-Unis ou ailleurs. Ça va en contradiction totale avec le grand projet, je m'arrêterai là, le grand projet du gouvernement français et de certains commissaires européens qui est l'union des marchés de capitaux. En fait, la réponse actuelle pour éviter que l'épargne européenne aille financer l'investissement aux États-Unis, c'est dire qu'il faut davantage fluidifier les transferts financiers entre États. Non, en fait. Non, il faut flécher. Et c'est là que la démocratie doit s'imposer. Il faut d'abord limiter la mondialisation. Il faut bien sûr faire en sorte de déployer, et d'un point de vue démocratique, cet argent au financement de la transition. Mais il ne faut pas toujours aller de l'avant dans l'intégration européenne, notamment financière. Voilà, j'ai été très long, pardon. J'en termine là. Merci beaucoup. J'ai plein de questions, mais on les prend. Je les poserai peut-être plus tard si j'ai le temps. Jézabel, comme David a fait un diagnostic de la situation avec les solutions proposées, peut-être c'est intéressant aussi d'avoir ton diagnostic, si tu as eu prévu de le donner. Bon. Merci beaucoup, merci pour cette invitation, à débattre dans le cadre d'un café Abscess, un café citoyen. Je trouve ça très utile comme configuration. En fait, je partage assez largement le diagnostic de David et finalement, le diagnostic qui nous est livré, c'est le diagnostic d'un cadre budgétaire largement inadapté et ne permettant pas en fait de faire face aux défis contemporains. Je crois qu'on est d'accord sur cette partie-là. Donc je vais pas redire les éléments. Je voudrais juste souligner que ce qui rend peut-être le cadre budgétaire européen encore plus compliqué, c'est l'absence d'union budgétaire, d'accord ? Et le fait que on a en fait un certain nombre de pays en Europe qui ont choisi de partager une même monnaie, mais qui n'ont pas choisi en fait de s'unir sur un plan budgétaire et fiscal. Donc on a 20 pays aujourd'hui dans la zone euro qui partagent une même monnaie, mais 20 pays qui empruntent chacun sur les marchés financiers en se soumettant aux pressions du marché. L'union budgétaire n'est pas le chemin qui a été emprunté. Alors pendant la gestion de la crise sanitaire, le fait d'avoir un emprunt commun, un emprunt effectué par la Commission européenne au nom de l'Union européenne pour financer une grande partie du plan
Next Generation, le plan de relance de la période de cette crise Covid. Ça fait dire à certains que les possibilités de mutualisation existent. Je pense que c'est aller un peu vite en besogne parce qu'en fait, cette solution n'a été acceptée, validée par les pays qu'à la condition précisément de ne pas y revenir. Donc on n'est pas sur le chemin de l'union budgétaire. Donc on reste dans un cadre budgétaire extrêmement contraint. On attendait beaucoup de la réforme budgétaire européenne, puisque les fameuses règles budgétaires, le déficit public qui ne peut pas dépasser 3% du produit intérieur brut, la dette publique qui ne peut pas dépasser 60% du produit intérieur brut. Alors je suis d'accord évidemment sur le constat, on a largement dépassé ça, mais ça reste un cadre qui permet d'orchestrer une limitation des dépenses, d'accord, et qui permet en fait d'orienter les politiques publiques dans les pays. Et donc ces règles-là ont été suspendues le temps de la crise sanitaire. On s'attendait à ce que la réforme budgétaire permette de revenir en profondeur sur ces règles et adapte vraiment le cadre budgétaire aux défis contemporains et tout particulièrement au financement de la transition. Il n'en a rien été. D'accord ? Donc, on a certes un tout petit peu de flexibilité introduite dans cette réforme budgétaire pour permettre l'ajustement des pays qui, justement, ne respectent pas les règles, mais les deux fameuses règles sont maintenues. D'accord ? Donc, en fait, on est dans un carcan. On est dans un carcan budgétaire. La question, quand même, qui nous est posée aujourd'hui, dans ce café Abscess, c'est la question de savoir finalement quelles sont les marges de manœuvre dont on dispose, quelles sont les solutions dont on dispose pour faire face aux défis contemporains. Dans les défis contemporains, alors on peut certes avoir une liste assez longue, mais il me semble, si vous voulez, que le premier des défis, c'est le financement de la transition écologique. Comment fait-on pour financer les investissements dans la transition qui sont insuffisants, d'accord ? David l'a rappelé dans les évaluations actuelles. Et ces évaluations, alors on peut effectivement dire 2, 3 points, 4 points de PIB, c'est beaucoup. En fait, il faut savoir que ces estimations sont des minimorum. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, comme tu l'as dit, en fait, généralement, c'est uniquement le problème de décarbonation qui est pris en compte. Autrement dit, la transition écologique qui est considérée, c'est la transition climatique. Les problèmes de biodiversité, d'accord, et les problèmes d'accompagnement sectoriel et d'accompagnement social pour réaliser cette transition sont généralement écartés au-delà de l'introduction. D'accord, au-delà de l'introduction qui consiste à dire il faut une transition juste. Après, quand on lit le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, on ne voit pas quelles sont vraiment les dispositions prises pour que la transition soit équitablement répartie dans son coût et pour que les ménages soient aidés à accéder à cette transition. D'accord ? Donc ça veut dire que le 2, 3, 4 points de PIB, même si on va jusqu'à 4 points de PIB, mais en fait, c'est minimorum. Et alors, ce 3-4 points de PIB sont les investissements qui manquent par rapport à ceux qui se font déjà. D'accord ? Ça veut dire qu'il faudrait l'équivalent de 3 à 4 points de PIB d'investissement supplémentaires chaque année jusqu'à au moins 2030 pour arriver à décarboner nos modes de production. Ça, si vous voulez, sur cet ordre de grandeur-là, effectivement, mais c'est souvent très très à la louche, il est mis en avant que tous les investissements à réaliser ne sont pas des investissements rentables. D'accord ? Alors moi, je n'ai pas tout à fait la même définition de la rentabilité en fait des investissements. Parce que pour moi, si vous voulez, un investissement non rentable, c'est un investissement sans retour financier. D'accord ? Et en fait, la caractéristique des investissements à réaliser dans la transition, c'est que vous avez en fait plusieurs masses d'investissements à réaliser. Vous avez des investissements rentables,
D'accord ? Des investissements rentables, c'est-à-dire des investissements avec un retour financier. Ces investissements-là, on peut parfaitement les financer par du crédit, par de la dette de marché. Ils engendreront de quoi être remboursés. Ensuite, il y a des investissements dont la rentabilité est beaucoup plus incertaine, beaucoup plus à long terme. Pour cela, il faut réfléchir à mobiliser davantage des financeurs très patients et pas très gourmands, justement, en termes de rentabilité, d'accord, comme des banques publiques de financement. Et puis, il y a toute une masse d'investissements non rentables. Alors, dans le rapport Pisani-Ferry, généralement, l'ordre de grandeur, c'est dire, dans tous les investissements nécessaires supplémentaires, il y a à peu près une moitié d'investissements non rentables sans retour financier. D'accord ? Donc, une moitié d'investissements à financer par des fonds publics. Mais qu'est-ce qu'on a dit juste avant ? En fait, on a dit que le cadre budgétaire était inadapté. D'accord ? Donc, ça veut dire, si vous voulez, que ce levier-là, on va difficilement pouvoir l'actionner. D'accord ? Je pense que si on avançait sur le terrain de l'union budgétaire, on pourrait sans doute davantage actionner le levier budgétaire. Si on desserrait un peu ce carcan budgétaire, on pourrait davantage avancer sur ce chemin-là du financement, on pourrait davantage activer ce levier, mais ce n'est pas ce qui se présente actuellement. Donc, je pense que malgré tout, on est un peu d'accord pour dire que le levier budgétaire, c'est un levier qui est assez largement paralysé. Par ailleurs, je voudrais attirer quand même votre attention sur un point. Même si on parvenait à desserrer un peu ce carcan budgétaire, et si on décidait de financer toute la part d'investissement non rentable dans la transition par de la dette de marché des États, en fait, que faudrait-il pour rembourser cette dette ? De la croissance. D'accord ? C'est la croissance qui permet de rembourser la dette. Et là, vous voyez, on est quand même face à un serpent qui se mord la queue. Alors certes, quand on est dans le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, on est finalement dans une approche en termes de croissance verte. Donc eux, je pense, sont convaincus qu'à un moment donné, on arrivera véritablement à découpler la croissance et le dérèglement écologique. On arrivera à continuer à croître, d'accord, sans autant émettre de carbone, sans autant polluer, même si la pollution, ça fait partie du rapport. Mais en tout cas, si vous voulez, ils sont dans cette vision-là. C'est une vision auquel tout le monde ne souscrit pas. Je ne sais pas quelle est la position de David sur le découplage. Moi, personnellement, je ne souscris pas, en fait, à la vision du découplage. Je pense qu'on ne parviendra pas à découpler la croissance de toutes les atteintes à l'environnement. Et donc, vous voyez qu'en fait, quand on finance par de la dette publique des investissements, les investissements non rentables, il faut ensuite de la croissance pour pouvoir rembourser la dette contractée. Je pense qu'en fait, on est malgré tout dans une forme d'incohérence. Je ne dis pas qu'il faut se priver du levier budgétaire. Je fais le constat que ce levier est largement paralysé et j'ajoute à ce constat que même si on arrivait à activer un peu plus ce levier, on pourrait finalement faire face à une impasse, d'accord, puisque ça exigerait davantage de croissance. En tout cas, ça nous obligerait à continuer à courir après la croissance. Et donc, il y a une contradiction dans les termes. Donc ça, c'est le premier levier. Finalement, le premier levier, le levier budgétaire pour financer la transition, on ne l'a pas, d'accord ? Est-ce qu'on dispose davantage du levier fiscal ? Parce que c'est comme ça, si vous voulez, qu'il faut, je pense, se poser la question. C'est-à-dire, on a énormément à financer, on a énormément de dépenses à réaliser. La question, c'est comment on réalise ces dépenses, comment on finance ces dépenses. Et je suis d'accord pour reconnaître qu'on fait face à des contraintes en termes de ressources réelles, mais ces contraintes en termes de ressources réelles, elles se posent
quel que soit le mode de financement. D'accord, hein, donc là, je suis en train, en fait, d'essayer, si vous voulez, d'explorer un à un les modes de financement possibles. Donc, financement par la dette, c'est compliqué. Et juste, j'ajoute un petit point. Quand tu disais tout à l'heure, le problème serait résolu si on roulait la dette. En fait, c'est ce qu'on fait. La dette est roulée, et rouler la dette, ça ne veut pas dire ne pas la rembourser. Rouler la dette, ça veut dire contracter une nouvelle dette pour rembourser une dette ancienne. Mais vous voyez que si on est condamné à rouler la dette, justement, à contracter de nouvelles dettes pour rembourser les anciennes dettes, bah, ça veut dire que les nouvelles dettes ne dégagent jamais suffisamment de ressources pour financer les investissements dont on a besoin. Bon, je clôt ce volet-là, puis on engagera le débat là-dessus, hein, si tu veux, mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit le problème serait résolu si on... Bon, mais en tout cas... Je parlais de comment on roule la dette, comment l'Union européenne refuse de rouler la dette. Je parlais pas, le problème est résolu en cas de roulement de la dette, j'ai pas dit ça. D'accord. Mais en tout cas, ce que je voulais souligner, c'est le fait que rouler la dette ne veut pas dire ne pas la rembourser. D'accord ? Ça, c'est un point qui me semble important. Donc, ce levier-là, d'accord, ce levier budgétaire, pour plusieurs raisons, eh bien, on ne l'a pas. Est-ce qu'on a davantage de marge de manœuvre au niveau de la fiscalité? Est-ce qu'on peut lever davantage d'impôts? Est-ce qu'on peut trouver davantage d'assiettes fiscales? Est-ce qu'on peut déployer, plus que ça n'a été fait jusqu'à présent, une fiscalité environnementale? Alors, je pense que malheureusement, là aussi, les marges de manœuvre sont relativement faibles. Dans le rapport Pisani-Ferry, il y a une proposition qui, je pense, devait leur sembler à eux-mêmes très iconoclaste, c'était un ISF vert. D'accord ? Donc, taxer les plus riches, et ils voyaient ça d'ailleurs comme un impôt exceptionnel sur les plus riches pour dégager des ressources permettant de financer justement la part non rentable des investissements supplémentaires nécessaires. Bon, on peut, si vous voulez, je pense ici, si on fait un petit sondage, on sera sans doute assez nombreux à souscrire à ce type de proposition. Il s'avère que le gouvernement, lui, n'y a pas du tout souscrit, d'accord ? Et que ce genre de proposition, eh bien, fait face à pas mal de boucliers. Donc, pas beaucoup de marge de manœuvre à ce niveau-là, même si là aussi, si on arrivait à le faire, ce serait sans doute tant mieux, mais je fais le constat, d'accord, que les marges de manœuvre sont limitées. On a besoin, sans doute, de déployer davantage une fiscalité environnementale, mais vous voyez qu'en fait, cette fiscalité environnementale, si elle est injuste, si son produit n'est pas largement redistribué, elle n'est pas acceptée, et ça peut devenir un véritable catalyseur de crise sociale. La crise des Gilets jaunes, c'est une réaction à une taxation environnementale dont la justice, je dirais, n'a pas du tout été pensée. D'accord ? Donc, ça veut dire que ces outils de taxation environnementale sont sans doute des outils utiles pour changer les comportements, mais il faut veiller en fait à ce que cette fiscalité environnementale soit suffisamment juste. Il faut donc en redistribuer le produit. Si vous en redistribuez une grande part du produit, bah là encore, la part du produit disponible pour l'affecter aux investissements de transition est réduite. D'accord ? Par ailleurs, si on veut pouvoir augmenter l'impôt, eh bien, il faut globalement que les revenus augmentent. Pour que les revenus augmentent, il faut de la croissance. On retrouve le serpent qui se mord la queue. Moi, ça me fait dire, alors on ne sera peut-être pas d'accord là-dessus, mais si vous voulez, moi j'ai quand même le sentiment que la dette publique, et a fortiori la dette publique de marché, c'est-à-dire la dette contractée par les pouvoirs, par l'État sur les marchés financiers, comme l'a expliqué David. Et l'impôt, ce sont des instruments
qui sont plus faciles à déployer, en tout cas dans une société de la croissance, que dans une société où l'objectif, ce n'est plus la croissance, une société dans laquelle on veut davantage de sobriété, d'accord, dans les modes de consommation. Et donc, si vous voulez, dans une société post-croissance, je ne suis pas sûre que l'impôt et la dette, ce soient en fait les bons instruments de financement. Ou en tout cas, il faut des choses en plus. Donc, là, ce que je suis en train de dire, c'est que on a un cadre budgétaire inadapté aux défis contemporains. Le levier budgétaire, on peut difficilement l'activer. Le levier fiscal, il présente des marges de manœuvre qui sont également assez limitées. Et dans les deux cas, on fait toujours face, si vous voulez, quand même à cette injonction de croissance qui me semble un peu en décalage avec la société post-croissance vers laquelle il va nous falloir évoluer. Si on veut faire du respect des limites planétaires, la nouvelle norme, en fait, du projet, enfin le nouvel objectif du projet sociétal. Et donc, face à ça, je me dis que si réellement on veut faire cette transformation sociale et écologique, on ne peut pas ne pas penser à des solutions complémentaires. Je ne dis pas alternatives, mais à des solutions complémentaires. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi on veut absolument renoncer à des solutions monétaires alors que la solution budgétaire est faible et que la solution fiscale est faible également. Et quant à la solution d'union des marchés de capitaux, je n'y crois pas davantage que toi. Et je pense en outre que l'union des marchés de capitaux, c'est rigoureusement impossible sans union budgétaire, c'est-à-dire sans un actif souverain européen commun. D'accord ? Donc, vous voyez que si toutes ces solutions-là sont fermées, il faut bien en trouver, il faut bien ouvrir d'autres fenêtres. Donc, pourquoi se priver de solutions monétaires ? Alors, quand on dit ça, quand on dit, allons voir du côté des solutions monétaires, il y a effectivement tout un éventail de solutions à considérer. D'accord ? Donc, si je commence au tout début de l'éventail, solution monétaire, c'est-à-dire en fait mobiliser davantage la Banque centrale et utiliser son outil de politique monétaire et sa capacité de création de monnaie centrale. J'ajoute que ce levier monétaire, c'est bien celui qui a été mobilisé pour faire face à la crise financière et pour faire face à la crise sanitaire. D'accord ? On a beaucoup mobilisé les banques centrales pour faire face à ces crises. Elles ont créé énormément de monnaie centrale. Alors, OK pour dire que ça a eu peu d'impact sur l'économie réelle. Je veux dire, on se rejoint complètement là-dessus. Ça a eu en revanche un énorme impact sur la sphère financière, qui a doublé depuis la crise financière de 2008. D'accord ? Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, avec le levier monétaire tel qu'elles l'ont utilisé, en prêtant aux banques à des conditions très accommodantes et en achetant massivement des titres sur les marchés financiers, les banques centrales ont sauvé le capitalisme financier du péril et elles ont même fait plus que sauver le capitalisme financier. En fait, elles l'ont approfondi. C'est vous dire la puissance de ce levier monétaire. Le problème, c'est que ce levier monétaire n'a pas été utilisé dans le sens d'une transformation du capitalisme financier. Il a été utilisé dans le sens d'un sauvetage et d'un approfondissement du capitalisme financier. D'accord ? Donc, nous, ce que nous disons avec mes co-auteurs, avec Augustin Cerciron et Pierre Delandre, dans Le pouvoir de la monnaie, c'est ne nous privons pas, d'accord, d'utiliser le levier monétaire, mais mettons-le au service de la transformation du capitalisme financier et pas au service de son approfondissement. Alors, je vous ai dit, il y a tout un éventail de solutions monétaires. Et au fond, la proposition que nous défendons dans Le pouvoir de la monnaie, c'est une solution qui est
je dirais, tout à la fin de l'éventail de propositions monétaires, je vous propose qu'on parcourt quand même l'ensemble des... j'ai combien? 5 minutes? J'ai pas de montre, hein, moi, Oui, un peu moins. Oula. Bon, alors, au tout début de l'éventail, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Déjà, le fait, si vous voulez, de verdir la politique monétaire de la Banque centrale. Ça veut dire quoi, verdir la politique monétaire de la Banque centrale? Ça veut dire faire en sorte que la Banque centrale établisse des conditions différentes de refinancement des banques selon qu'elles jouent le jeu du financement de la transition ou qu'elles ne le jouent pas. Les banques centrales, en particulier la BCE, commencent un petit peu à verdir leur politique monétaire, mais pas dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elles verdissent les indicateurs, enfin la BCE verdit ses indicateurs, donc elle produit pas mal d'informations autour de la transition écologique, de l'empreinte carbone des banques, ça commence à se faire. Elle verdit un peu les titres qu'elle prend en garantie dans les refinancements. En revanche, verdir le cœur de la politique monétaire, on n'y est pas. C'est dommage, parce que ça permettrait de mieux orienter les financements des banques vers la transition. Cela étant, les financements des banques iraient vers quel type d'investissement? Eh bien, vers des investissements rentables, d'accord? Pas vers des investissements non rentables. Donc ça veut dire que cette solution-là, c'est une solution à considérer. Il faut pousser la Banque centrale pour qu'elle verdisse davantage sa politique monétaire, mais même quand elle arrivera à ça, eh bien, ça permettra d'augmenter les investissements de transition rentables, d'accord? Ça ne permettra pas de réaliser les investissements de transition non rentables. Pour réaliser les investissements de transition non rentables, il faut davantage de fonds publics, d'accord, mobilisés. Et comment est-ce que la Banque centrale pourrait justement aider à cette mobilisation? Eh bien, par exemple, en fait, en faisant un QE vert. Le quantitative easing, c'est-à-dire les achats de titres sur les marchés financiers, ça a été quand même, ça, c'est la grande mesure non conventionnelle de gestion de crise financière et sanitaire. Ça pourrait verdir, d'accord? C'est-à-dire que les États pourraient lancer des emprunts de financement de la transition. La Banque centrale pourrait s'engager à racheter les titres émis par les États, d'accord? Ça, eh bien, au fond, ça aurait le même impact que le QE de gestion de crise. Ça permettrait de piloter les taux longs, d'abaisser le coût de l'emprunt des États pour financer la transition écologique. Ce serait une bonne chose. Cela étant, c'est pas une panacée non plus, parce que ça aurait les mêmes inconvénients que le QE de crise. Mêmes inconvénients en termes d'accroissement des inégalités, ça enrichit ceux qui détiennent les titres, dont le prix augmente. D'accord? Et ça peut favoriser l'instabilité financière. Donc ça veut dire que ce n'est pas une panacée, qu'il faut ouvrir encore un peu plus grand l'éventail de solutions monétaires. Alors, est-ce qu'on pourrait sanctuariser la dette des États au bilan de la Banque centrale? Alors ça rejoint un peu les propositions d'annulation conditionnelle de la dette que nous avions été une bonne centaine à soutenir pendant la crise sanitaire. Ça nous a valu quelques critiques acerbes et pas mal de foudre à essuyer. L'idée, c'était quoi? L'idée, c'était, si vous voulez, d'avoir en fait une annulation des créances que la Banque centrale européenne, que l'eurosystème plus largement détenait sur les États de la zone euro, conditionnellement au réinvestissement des sommes annulées dans des investissements de transition. Ça aurait permis vraiment d'amorcer la transition. Bon, ça fait partie des solutions à considérer. Après, une annulation, ça se fait pas tous les 4 matins, d'accord, évidemment. C'est pas une solution pérenne. Et si on pérennise ce genre de solution, c'est-à-dire que si on dit aux États, eh bien, vous allez vous financer sur les marchés pour financer la transition, les investisseurs achètent, et puis les investisseurs, on les rassure et on leur dit, eh bien, la Banque centrale va vous racheter les titres que vous avez achetés dès que vous voulez les vendre, et puis ensuite la Banque centrale transforme ça en dette perpétuelle, comme ça l'État n'a plus jamais à en rembourser. Mais vous voyez que quand on pousse la logique aussi loin que ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en fait, eh bien, la dette publique de marché,
c'est pas la bonne solution de financement. Si, en fait, on maintient cette dette publique de marché pour ensuite défaire tous ses attributs en la sanctuarisant au bilan de la Banque centrale, ça veut dire que c'était pas la bonne solution de financement. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il faut aller encore un cran plus loin et se dire, au fond, il faut peut-être que les États, de nouveau, se financent directement auprès de la Banque centrale. Ça, c'est rigoureusement interdit par le traité. C'est interdit par l'article 123. Donc, sauf à être résolu à changer le traité, eh bien, on ne peut pas y arriver. Est-ce que, parce que le mot ne figure pas dans l'article 123, est-ce que la Banque centrale pourrait faire des dons de monnaie centrale aux États ? Eh bien, la réponse est non. C'est-à-dire que les juristes de la BCE nous regarderaient en nous disant « mais c'est pareil, ça contrevient à l'article 123 ». En revanche, si ces dons de monnaie centrale, si ces dons de monnaie centrale allaient non pas aux États, mais à un réseau de sociétés financières publiques, qui, elles, seraient chargées, en fait, donc recevraient, d'accord, cette monnaie centrale émise en dehors d'un prêt, en dehors d'un achat de titres. Si donc la Banque centrale émettait de la monnaie de cette manière, ce serait un mode complémentaire de création de monnaie centrale. Et complémentaire, en fait, ce mode-là, d'une certaine manière, il existe déjà, mais on y reviendra dans la discussion. Si la Banque centrale émettait de la monnaie centrale de cette manière, si elle la mettait à disposition donc d'un réseau de sociétés financières publiques qui allouerait des subventions à tout un ensemble d'acteurs porteurs de projets d'investissement indispensables sur le plan écologique ou même social, mais non rentables et donc non finançables autrement, alors on aurait là un puissant accélérateur du financement de la transition écologique. Donc nous, c'est cette proposition-là que nous faisons dans le pouvoir de la monnaie, en mettant l'accent, d'accord, sur, si vous voulez, la malléabilité de l'institution monnaie dans le temps. Donc on montre en fait que tout ça se transforme beaucoup au cours du temps long comme au cours du temps court, et que la transformation dont on a besoin pour transformer la société dans le sens de la transformation sociale écologique, c'est une transformation monétaire de ce type-là. Je m'arrête. Merci Isabelle. Bon, David, tu la parles tout de suite. Ah oui, comme ça, direct. Oui, non, parce que... je te voyais réagir à certains points. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même pas... il faut aussi que le débat et la parole circulent, donc je vais pas tout reprendre. Peut-être... Vous pouvez échanger sur certains points qui ont été soulignés. Moi, des questions. J'avais une métaphore qui me venait dans la tête quand tu parlais, Isabelle. Tu me disais, bon, la fenêtre est fermée, la porte est fermée, donc passons par le mur. Voilà, c'est un peu ça que moi j'ai eu l'impression. Ouvrons une autre fenêtre. C'est la métaphore que j'avais en tête. Ouvrons une autre fenêtre. Bah oui, passons par le mur, quoi. Passons par le mur. C'est pas un mur. C'est pas un mur. La preuve, c'est cette solution-là qui a été mobilisée. Non, attends. Sous des formes diverses. Non, mais laisse-moi terminer. C'était une blague, d'accord ? D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, est-ce que pour moi, les investissements non rentables doivent être financés par l'impôt. Pourquoi ? Parce que c'est l'impôt qui sert justement à mettre en avant la solidarité nationale, les besoins collectifs, plutôt que les besoins individuels qui, eux, sont payés par l'usager. La question que je me pose, et qui est la question que j'ai posée tout à l'heure, sur laquelle j'aimerais bien avoir une réponse. Parce que, en fin de compte, dans un monde post-croissance où Y n'augmente plus et où il faut augmenter I et augmenter G, alors mécaniquement il faut baisser C, et c'est ça la contrainte. La contrainte, elle n'est pas financière, elle est qu'il faut baisser le niveau de vie des ménages, c'est-à-dire leur capacité d'utiliser leur argent pour acheter. Et je ne comprends pas comment on peut baisser la capacité d'achat des ménages en créant de la monnaie sans dette, parce que forcément cette monnaie va circuler. Par ailleurs, alors dans la MMT, il est bien dit, mais moi j'aimerais bien que vous m'expliquiez ça, parce que pour moi ça c'est pas clair, que la monnaie peut être retirée de l'économie réelle de deux manières, soit par le remboursement de la dette, soit par la fiscalité. Ça c'est la vision MMT que je trouve assez pertinente. Mais s'il n'y a ni fiscalité ni remboursement de dette,
alors cette monnaie, moi je peux te montrer des citations de ton livre où tu parles de quand il y a trop de monnaie créée par rapport à les capacités d'acheter, et ben ça fait de l'inflation. Donc finalement, je peux répondre au fur et à mesure ou pas? Non, je préférais que terminer. Donc finalement, je vais pas être trop long. Finalement, il y a 3 manières de BCC, et je voudrais savoir laquelle est la tienne. C'est-à-dire le pouvoir d'achat des ménages. La première, c'est l'impôt. Pour moi, c'est la plus juste, parce qu'elle est discutée collectivement, parce que l'impôt peut peser sur certaines catégories et pas sur d'autres, et parce que finalement, c'est comme ça qu'on a toujours fait, et qu'a priori, il n'y a pas de souci. C'est pas contradictoire avec la MMT, cette histoire-là, parce que la MMT dit la même chose. L'impôt sert justement à éponger l'excès de monnaie dans l'économie. Deuxième façon de financer de BCC, c'est les inégalités. Parce que, souvenez-vous, le niveau de consommation et d'investissement, l'investissement est corrélé à l'épargne. Et le niveau d'épargne augmente avec les revenus. Quand vous avez une société qui devient plus inégalitaire, eh bien, forcément, elle va épargner davantage, et donc il va y avoir une baisse de la consommation. Troisième élément, l'inflation. Alors l'inflation baisse le niveau de vie des ménages et leur capacité à acheter, puisque simplement les prix augmentent et leurs revenus, eux, augmentent moins vite. Alors quand on regarde ce qui s'est passé récemment, avec un Y qui n'a pas beaucoup augmenté depuis ces dernières années, on voit très bien que c'est la hausse des profits et l'inflation dans la période récente qui ont permis de BCC. Ça n'a pas beaucoup augmenté I par ailleurs, et en tout cas pas suffisamment. Et donc, voilà, moi, ma question, c'est uniquement celle-là. Le mur, c'est ça. Le mur dont je parlais, c'est le fait que la transition écologique va coûter cher aux ménages, quels que soient les modes de financement. Ça, tu l'as dit tout à l'heure, j'en suis d'accord. Et la création monétaire gratuite sans dette, c'est une façon détournée, en fait, de dire, puisqu'on ne veut pas augmenter la fiscalité, puisqu'on veut évidemment baisser les inégalités, eh bien, augmentons l'inflation. Voilà, moi je ne trouve pas que ce soit une politique publique extrêmement pertinente. On va laisser Isabelle. Excusez-moi, oui, la Modern Monetary Theory, ou l'économie monétaire moderne, c'est une façon de se représenter le circuit monétaire un peu différent, où l'État est au cœur, parce que c'est lui qui est considéré comme l'émetteur de la monnaie. C'est une vision assez chartaliste en fait de la monnaie, où c'est l'État qui détient le pouvoir de la monnaie et dont les dépenses en fait mettent en circulation la monnaie. Et pour les théoriciens de la monnaie moderne, eh bien, qui développent d'ailleurs une théorie plus budgétaire que monétaire, l'État ne fait face à aucune contrainte au niveau de son déficit et au niveau de sa dette. Moi, j'ai souvent le sentiment quand même que les théoriciens de la monnaie moderne confondent ce qu'ils souhaiteraient et ce qui est. D'accord ? Mais bon. Moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on augmente G ? Comment est-ce qu'on augmente I ? D'accord ? Sans augmenter Y. Parce que Y, c'est le PIB. Tu as dit qu'il fallait avoir une société post-croissance. Oui, mais on peut... je pense que, justement, il faut penser les dépenses qu'on réalise. C'est-à-dire que ce sont ces dépenses qu'on doit redéfinir, je pense. Et la sphère, finalement, ce qu'il nous faut arriver à repenser, c'est l'équilibre entre la sphère marchande et la sphère non marchande. On vit dans des économies où la sphère marchande n'a cessé en fait n'a cessé de s'amplifier, d'accord, et où la sphère non marchande n'a cessé de s'atrophier. Et je pense que ça, c'est directement en lien en fait avec notre système monétaire et financier qui est largement en fait tourné vers la rentabilité, vers la croissance et en fait qui est un système qui épouse les besoins d'un projet, d'un projet marchand. Donc moi, ma question c'est comment on réalise ces investissements, comment on réalise les dépenses publiques dont on a besoin, comment on réalise ces investissements rentables ou non rentables. Et je pense qu'en fait, à système monétaire et financier inchangé,
On n'y parvient pas. Et toi, tu me dis que pour toi, la solution, c'est l'impôt. Mais si précisément, on ne parvient pas à dégager des marges de manœuvre au niveau de l'impôt, on fait comment? On n'y arrivera pas. Parce que honnêtement, c'est la perspective la plus réaliste. Alors, moi, je veux bien... malheureusement. Je veux bien rejoindre cette perspective-là, mais justement, je dis que si les marges de manœuvre sont limitées à ce niveau-là, eh bien, n'écartons pas la solution monétaire. Toi, tu me dis, en fait, la solution monétaire et, a fortiori, cette création monétaire sans dette est génératrice d'inflation. Alors, en effet, si on crée de la monnaie sans dette, d'accord? Donc, si vous voulez, si la Banque centrale émet de la monnaie centrale mise à disposition des agents via la société financière, via ce réseau de sociétés financières publiques, et met cette monnaie à disposition sans qu'il y ait finalement de titres à apporter en contrepartie, sans qu'il y ait de remboursement à effectuer, on crée là une monnaie centrale qui vient se fondre à la masse monétaire, qui, elle, à la différence du QE, va en fait circuler dans l'économie réelle, d'accord, et qui devient, de fait, une monnaie permanente, puisqu'elle ne s'autodétruit pas, à la différence du crédit bancaire. Si vous voulez, la monnaie bancaire traditionnelle, créée par le biais du crédit, c'est une monnaie qui est créée par le crédit fait le dépôt, et le remboursement du crédit détruit le dépôt. Donc la monnaie bancaire traditionnelle, c'est une monnaie qui s'autodétruit. D'accord ? Là, l'autre mode de création monétaire aujourd'hui, c'est un mode de création monétaire par des achats de titres. Quand les banques achètent des titres à des agents qui ne sont pas des banques, eh bien, ça élève les dépôts de ces agents. D'accord ? Donc les achats de titres font les dépôts. La Banque centrale est passée par ce mode de création monétaire pour gérer la crise financière et la crise sanitaire. Le QE, c'est de la création de monnaie centrale par achat de titres. Le quantitative easing. Donc le quantitative easing. Et ce mode-là, eh bien, change la nature de la contrepartie de la création monétaire, parce que vous voyez qu'en fait, ce qui devient finalement la source de la création monétaire dans ce mode-là, c'est le titre. D'accord ? C'est plus un projet, c'est plus le crédit, c'est plus, autrement dit, un projet marchand rentable à réaliser. Hein, c'est simplement le fait de détenir un titre. Donc déjà, c'est une transformation monétaire, c'est une transformation monétaire importante. Mais je l'ai dit tout à l'heure, cette transformation monétaire-là, ce n'est pas celle qui permet de transformer le capitalisme financiarisé. La création de monnaie centrale sans dette, c'est une création monétaire sans contrepartie financière. Donc ça devient en effet une monnaie permanente qui vient se fondre dans la masse monétaire. Si on ne régule pas cette quantité de monnaie, c'est-à-dire si on la laisse s'accumuler, si on ne crée pas de mécanisme de reflux, et si on n'a pas un dispositif, une batterie d'instruments de politique monétaire, alors oui, ça génère de l'inflation, au bout d'un moment, d'accord ? Quel serait le temps ? Parce que j'ai quand même la question du temps, non pas du temps du débat, mais le temps, donc le temps d'une mise en œuvre et d'éventuels de potentiels résultats. Alors, on parle de quelle limite de temps, enfin quelle durée ? En fait, bon, juste... ce que je veux dire, hein, c'est que la régulation monétaire de cette monnaie permanente est tout à fait possible, d'accord, pour limiter son incidence inflationniste. La question du temps, est-ce que ça prendrait du temps, en fait, d'émettre de la monnaie sans dette? Mais j'ai envie de vous dire non, ça peut se faire immédiatement. En fait, quand la Banque centrale a prêté aux banques à taux négatif, la différence entre ce que les banques ont emprunté et ce qu'elles ont remboursé, c'est de la monnaie centrale sans dette. Mais seules les banques ont été bénéficiaires de cette monnaie sans dette. Lorsqu'aujourd'hui, la Banque centrale verse 4% d'intérêt sur les 3 500 milliards de réserves des banques à la Banque centrale,
Il n'y a pas de contrepartie financière derrière ça. Les banques n'ont rien à rembourser. D'accord ? Elles n'ont même pas de titre à déposer en gage pour obtenir ces intérêts. C'est de la monnaie centrale sans dette. L'émission de monnaie centrale sans dette, ça existe déjà. Mais c'est au bénéfice des banques. Eh bien, faisons en sorte que ce soit non pas au bénéfice de banques, mais que ce soit versé à des sociétés financières dont la mission serait non pas de faire de crédit, mais serait d'octroyer des subventions à tout un ensemble d'acteurs porteurs de projets d'investissement de transition. Ça peut se faire très rapidement. Après, bien sûr qu'il faudrait, si vous voulez, convaincre à la fois la Banque Centrale Européenne et les États de la zone euro du bien fondé d'un tel dispositif. Mais ça ne présente aucune difficulté technique. Est-ce que ça submergerait la Banque centrale ? En fait, on fait un petit chiffrage dans le livre. Ça reviendrait à émettre 20 milliards de monnaie centrale. Si on se fixe, par exemple, si on part de ton 4 points de PIB d'investissement supplémentaire nécessaire, en disant, admettons qu'il y ait la moitié de non rentable. Et la moitié de non rentable, on va le financer par de l'émission de monnaie sans dette. D'accord ? Eh bien, ce 2 points de PIB avec le dispositif qu'on met en place et donc avec un dispositif de reflux, avec des instruments fiscaux qui rapportent un peu d'argent, eh bien, en fait, ça reviendrait à émettre chaque mois 20 milliards de monnaie centrale sans dette. C'est beaucoup moins que ce qui s'est fait pendant la période du QE. D'accord ? Donc, c'est tout à fait à la portée de la Banque centrale. Alors oui, ça crée une perte pour la Banque centrale. Est-ce que c'est grave ? Une perte pour la Banque centrale ? J'espère que c'est pas grave. Et la BRI nous rassure en nous disant que c'est pas grave, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, mais c'est pas grave une perte pour les banques centrales. Et heureusement que c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, les banques centrales font des pertes. D'accord ? Ce sont les conséquences du QE qu'elles ont mené. Elles en meurent pas, fort heureusement. D'accord ? Donc une perte pour une banque centrale, c'est pas grave. Ça peut être mal compris. Comme ça peut être mal compris, ça peut affecter la crédibilité de la Banque centrale. Dans ce cas, trouvons une solution comptable. On crée un actif non exigible à l'actif de la Banque centrale pour enregistrer la contrepartie non exigible de la monnaie centrale émise selon ce mode volontaire, dont on le qualifie de volontaire parce que on a le souci de cette volonté démocratique. Et donc, on traite d'aspects de gouvernance, j'espère qu'on pourra en rediscuter. Mais voilà, vous voyez que ça, en fait, techniquement, ça ne présente pas de difficultés. Comptablement, on peut équilibrer le bilan de la Banque centrale. En fait, il y a juste un problème là de doctrine et de volonté politique pour le faire. Merci Isabelle. On va prendre vos questions. Je vais prendre vos questions dans 2 minutes, mais voilà. Évidemment, je laisse David un petit mot, ajouter un mot. Parce que je voulais parler de la démocratie. Effectivement, j'avais commencé là-dessus. Moi, ce qui m'embête dans les solutions à base de banque centrale, c'est que la Banque centrale européenne, elle est indépendante. C'est dans les traités. Elle peut faire ou ne pas faire. C'est au son bon vouloir. Et quand Isabelle disait c'est très compliqué de changer les traités, oui, mais c'est aussi très compliqué d'avoir le bon vouloir de la Banque centrale. D'ailleurs, Christine Lagarde, lorsqu'il y a eu la question de l'annulation de la dette, Christine Lagarde a dit non, en fait. Et donc, quand elle dit non, c'est non. Ça, c'est l'indépendance de la Banque centrale européenne. Au passage, le débat sur l'annulation de la dette, moi je l'ai mené de manière très cordiale, je n'ai pas acerbe. J'ai discuté avec Laurence Kialom. Je vous invite à regarder sur Internet le débat qu'on a eu avec Laurence Kialom. Il doit encore, parce que c'était un débat écrit qui a été rédigé, alors je ne sais plus sur quel site c'était, mais c'était un débat extrêmement intéressant de mon point de vue et évidemment très cordial. Le problème de mettre la Banque centrale européenne au cœur de du processus de transition, c'est qu'on met au cœur du processus de transition un organe non démocratique. Moi, c'est ça qui m'embête le plus. Après, que techniquement, ça soit possible, j'en suis d'accord. Techniquement, c'est possible. Mais Isabelle n'a pas été au bout de son raisonnement quand elle n'a pas expliqué comment elle comptait éponger le surcroît de monnaie. J'ai dit, il y a 2 manières, l'inflation, si on n'éponge pas, et l'impôt. De mon point de vue, la seule manière qu'on pourrait faire pour éponger effectivement la monnaie qui circule, Au passage, tu as dit que le problème c'était la marchandisation, j'en suis d'accord, c'est au cœur de mes travaux. Mais émettre de la monnaie, c'est émettre de la monnaie pour que les gens
l'utilise et la dépense. Et la monnaie ne peut avoir qu'un effet, soit être taxée, et dans ce cas-là, c'est du non-marchand, soit être dépensée dans le marché, et dans ce cas-là, on favorise le marchand. C'est aussi ça qui m'embête dans l'idée de créer de la monnaie. De fait, on favorise toujours la sphère marchande lorsque on verse de l'argent à des gens qui vont forcément le dépenser quelque part. Mais plus fondamentalement, la BCE vert, racheter les titres verts, verdissement de sa politique monétaire, tout cela, pour moi, c'est aussi une manière de contourner la démocratie. Parce que bien sûr, j'ai compris que tu voulais mettre en place une institution, une banque dans laquelle il y aurait beaucoup de gens qui interviendraient, mais tout ça, c'est pas les parlementaires du budget de l'État. Et pour moi, on ne peut pas multiplier les organes de débat, de discussion. Moi, je vote pour mon député, j'ai envie que c'est lui qui ait la main sur la manière d'organiser la transition. Alors le problème, c'est que les députés ne veulent pas. Et c'est un énorme problème. En fait, la démocratie est très réticente à cela. On le voit aujourd'hui avec le pacte vert qui est contesté. On va voir combien va faire l'extrême droite là, aux prochaines élections. Mais pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit depuis le départ, parce que tout ça finit par arriver à baisser la consommation des ménages. Il n'y a pas de solution à ce problème-là. C'est pour ça que je parle de passer par le mur. Le mur, il est là. Ouais, mais bon, les gens ne veulent pas voir leurs impôts augmenter. Leur pouvoir d'achat baissé, et c'est ça le problème, parce qu'on est dans une société mercantile, une société où, et c'est terrible, mais avoir des services publics gratuits et payer des impôts pour cela, donc du non marchand, ou avoir des revenus et dépenser ce qu'on veut comme on le veut, eh bien c'est la deuxième option qui est toujours favorisée. Et moi je ne sais pas comment résoudre ça, et en fait de point de vue démocratique, résoudre ça, je pense que ça va être très compliqué. Merci. On va peut-être faire circuler le micro. En matière de démocratie, ne soyez pas timide, j'ajoute une petite, juste une incise sur, au niveau des processus démocratiques. On a évoqué les propositions d'impôt sur les super riches comme une des possibilités de financer évidemment partiellement la transition écologique, et il y a tout de même cette initiative citoyenne européenne, une ICE ou une European Citizen Initiative, qui était lancée par Paul Magnette et Aurore Laluc, qui rencontre, en gros on a jusqu'à l'automne pour recueillir un nombre suffisant de signatures dans au moins 7 pays européens. Et ça mérite d'être souligné, puisque pour le coup c'est démocratique, et ça passerait, ça pourrait inciter la Commission à faire une proposition. Bon, on en est pas sûr évidemment. À vous, si vous avez des questions, des remarques, des apports, je vous en prie. Bonjour. Bon, je peux parler. Ouais. Merci pour vos interventions. Moi, j'ai juste deux petites questions. La première, bien sûr, c'était sur les instruments de reflux du trop-plein monétaire que j'aimerais bien mieux saisir. Et la deuxième, c'était sur votre proposition pour garder un Y constant, ou du moins pour baisser le C, c'était l'idée de l'impôt. Mais est-ce que cette proposition, elle n'est pas très franco-française, ou du moins pensée pour des pays qui ont des capacités fiscales, une administration fiscale et une culture fiscale même assez développée? On peut penser à ça en France, en Belgique, en Allemagne. Est-ce que pour des pays un peu plus récents dans l'Union européenne, ou avec des capacités fiscales moindres, ça pose pas quelque chose de... Enfin, c'est pas un peu plus compliqué, quoi, sachant que cette transition, elle doit nécessairement être européenne, si ce n'est mondiale. Enfin, moi, c'est ça ma question. Sinon, moi j'ai une question. Je vous en prie. Alors, moi pour ma part, il y a un point, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop parlé tous les deux, mais qui me semble finalement être complémentaire de tout ça. Si on reprend l'équation, donc il y a effectivement aussi dedans la balance commerciale. Et quand on voit que l'Union européenne va aller signer le CETA, du coup, avec un euro qui est plus fort que le dollar canadien, clairement va aggraver logiquement le déficit commercial. Donc on peut se dire que déjà, ne serait-ce que prendre en compte ça, effectivement, si en plus on augmente le I, il est évident qu'en effet, qu'est-ce qui va baisser? Ça va être le C, effectivement, le pouvoir d'achat. Donc on a déjà effectivement une espèce de handicap. Et en plus de ça, il y a effectivement le verrou de la Banque centrale, de la BCE, qui n'envisagera jamais d'évaluer l'euro. Est-ce que du coup, en fait, il n'y a pas déjà là une espèce de problème systémique, de doctrine
à la fois ce libre-échangisme plus ordolibéralisme qui fait qu'en fait on a déjà une espèce d'énorme handicap avant même de faire quoi que ce soit d'autre. Merci. Je ne sais pas si on prend une dernière question ou si vous répondez, David et Isabelle. Oui. Ouais, c'est une question pour, aussi sur la question démocratique, c'est sur... Bon, il y a la question de la décision, mais il y a aussi, quand on dit financer des projets verts, je veux dire, qui décide de ce que sont des projets verts, en fonction de quel objectif ? Et c'est vrai que quand on parle de post-croissance, là on a parlé en termes quantitatifs, mais c'est quand même derrière quelles activités sont financées, lesquelles ne sont pas, etc. Et là, moi aussi, à mon avis, il y a quand même, on peut pas faire l'impasse d'une discussion démocratique là-dessus. Et donc quand on parle d'agence de financement, qu'est-ce que c'est ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a une décision démocratique qui porte sur ce financement et sur où va le financement ? Parce que c'est pas évident qu'un projet vert vaut un projet vert, quoi. Et si je peux rajouter dans le même sens, et est-ce qu'on ne va pas du coup donner le pouvoir à des techniciens parce que vous refusez la technocratie, mais est-ce que finalement la vraie technocratie, ça sera le pouvoir de la technique ou de la technologie ? Parce qu'il y a quelque chose que vous avez supposé, c'est qu'il y aurait sans doute une solution technologique qui nous permettrait de régler notre problème. Ça, pour le coup, on n'en sait rien. Enfin, vous avez peut-être vu passer les travaux de Jean-Baptiste Fressoz sur Sans Transition. Peut-être qu'on ne fera que rajouter la technologie à la technologie, sinon, et faire de la destruction créatrice habituelle où on détruira une technologie pour en créer une autre et que pour le coup, on ne réglera pas notre problème pour autant. Et donc, qui décidera dans les instances démocratiques de la bonne technologie ou de l'absence de technologie qui pourrait être la dernière option, à savoir on décroît, on arrête, on ne cherche pas à rajouter une couche de technologie supplémentaire. Et du coup, c'est pas un problème de moins consommer. Si je peux me permettre juste une dernière chose aussi sur à la fois l'enjeu démocratique, mais même l'ensemble de la discussion sur l'impôt, par exemple. Moi, quand je vous entends l'un et l'autre, on a une société très pacifiée, avec des gens qui payent des impôts. Non, je ne dis pas que c'est ce que vous pensez, je dis ce qu'on a entendu. Et moi, je pense qu'on a quand même derrière des enjeux de rapport de force. Ne serait-ce que sinon, tout ce que vous racontez est aussi un doux rêve, parce que qui, en fait, sinon... qu'est-ce qui sera le moteur qui fera qu'on aura envie de décroître, par exemple, ou de changer ? Et puis, si j'ajoute la fin, c'est du coup, vous proposez quand même qu'on sorte d'une société capitaliste. Et donc, qui aujourd'hui a le pouvoir, parce que c'est quand même ça dont on parle, y compris dans la démocratie, et a des raisons de proposer... une telle mutation du système dont aujourd'hui il profite. Enfin, voilà, c'est toujours la même. Merci beaucoup. Alors, on a un petit quart d'heure pour répondre aux questions, à peu près, c'est jusqu'à moins le quart. Donc, chacun, votre tour sur les questions. Vous pouvez vous partager les questions éventuellement ? Oui. Non, mais merci pour toutes ces questions. Alors, je vais commencer par ma solution, c'est pas l'impôt. Je l'ai dit tout à l'heure, ma solution, c'est d'affecter l'épargne européenne considérable au financement de la transition, c'est-à-dire arrêter avec les excédents commerciaux. C'est ça la première base de solution d'un point de vue quantitatif. Du point de vue qualitatif, j'ai évoqué aussi la démarchandisation nécessaire. Alors là, malheureusement, je n'ai pas le temps de développer. Alors du coup, je l'ai apporté. Vous pouvez lire la conclusion qui fait quand même 40 ou 50 pages de cet ouvrage où j'essaye de réfléchir à ce que c'est qu'une société post-néolibérale, c'est-à-dire justement qui n'est pas régie par les contraintes de marché ou dans lesquelles le marché est réencastré dans le politique et dans la société. Nous avons aussi, puisqu'on a parlé de ce bouquin, d'autres solutions ici, mais qui sont ici à cadre, on va dire, un peu plus constant, un peu moins utopique, même si ce sont des solutions forcément qui ne vont pas sortir du capitalisme. Enfin, encore que si, il y a des éléments de sortie du capitalisme dans cet ouvrage, mais qui a vocation plutôt à alimenter, bien sûr, les programmes des partis politiques. On n'est pas au même niveau, vous voyez, entre guillemets, de solution. Donc, ce n'est pas l'impôt, ma solution.
Et par ailleurs, pour répondre à la question qui a été posée après, oui, l'impôt, voilà, l'acceptation de l'impôt, le rapport de force qu'il faut créer derrière la question de l'impôt, notamment des plus riches, et plus généralement la concurrence fiscale que se livrent les États européens entre eux et puis les États européens avec d'autres pays non européens, c'est un énorme problème. Et là encore, on y reviendra, hein, mais enfin on y reviendra plus tard peut-être, mais la question de la libre circulation du capital est au cœur de tous les problèmes. Hein. C'est-à-dire que quand on permet au capital de bouger comme il veut, eh bien il va bouger là où la fiscalité est la plus douce. Et ça aussi, c'est la force du marché. Donc si on veut démarchandiser, il faut recloisonner en fait. Il faut recloisonner les systèmes financiers pour recloisonner les systèmes fiscaux. La question démocratique est évidemment extrêmement importante. Qui décide des projets verts? Est-ce que ça doit être les scientifiques? Est-ce que ça doit être les représentants, les parlements, les représentants des citoyens? Est-ce que ça doit être les citoyens eux-mêmes? Est-ce que ça doit être les techniciens ou les industriels? Vous voyez, c'est pas simple. Honnêtement, j'ai pas de solution correcte avec ça. Parce que qui décide que tel... Parce qu'en fait, évidemment, il y a des projets qui sont bénéfiques ou d'autres. Mais par exemple, les agriculteurs qui font des méga-bassines, ils disent, ah bah ça, c'est pour l'écologie, c'est pour avoir de l'eau. Mais d'autres disent, bah, attendez, à juste titre, hein, c'est plutôt courir derrière les problèmes environnementaux. Donc, les projets verts, tout le monde n'a pas la même définition du projet vert. Est-ce que la voiture électrique est un projet vert ou non? Et du coup, j'ai envie de dire, bah, tout ça devrait être davantage débattu, bien sûr. Et devrait quand même aussi s'appuyer sur des travaux scientifiques. Parce que, je suis désolé, mais moi je ne sais pas en fait. Nous tous, on ne sait pas si, par exemple, la question des batteries, est-ce que c'est écologique ou non? L'usage, oui, ça permet de réduire le CO2, mais d'un autre côté, l'extraction des terres rares pour faire les batteries, c'est extrêmement polluant. Et puis se pose la question de à quel usage aussi? Est-ce qu'on a besoin de batteries pour faire 800 km ou est-ce que des batteries pour faire 100 km suffiraient? Et derrière, il y a aussi la question des inégalités. Est-ce que moi, parce que j'ai de l'argent, je peux acheter des grosses voitures qui polluent beaucoup et toi, bah, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu prendras les transports en commun. Donc, on ne peut pas laisser les scientifiques dire, on ne peut pas non plus n'avoir que des politiques qui le disent, on n'a pas les connaissances suffisantes tous et c'est un véritable débat qu'il faut mener. La technologie et la croissance verte, c'est un truc que tu m'as posé comme question. Est-ce que est-ce que je croyais au découplage ou non? C'est une grande question, hein, et là, bon, en fait, faut aussi admettre ses limites. Moi, ce qui me pose problème, c'est que si on veut réduire notre impact écologique en s'appuyant que sur la décroissance, je veux dire, ça va pas être très populaire. Parce que il faudrait tellement réduire. En gros, comme on consomme aujourd'hui, il faudrait 3 planètes pour un Français. Hein. Donc ça veut dire qu'on faudrait diviser par 3. Donc il faudrait mettre tout le monde en dessous du seuil de pauvreté. Et évidemment, c'est pas acceptable. Donc on peut pas uniquement agir sur la base du PIB. Donc il va falloir la technologie, il va falloir la décarbonisation. Maintenant, est-ce que la technologie et la décarbonisation suffira? Honnêtement, j'y crois pas. En tout cas, pas dans les temps qui nous sont donnés. Donc, il va falloir s'adapter à un réchauffement climatique parce qu'il ne va pas être limité à 2 degrés. Et ça aussi, ça veut dire des investissements. Il va falloir faire autant que technologique possible pour éviter d'avoir trop de contraintes de consommation des ménages. Et en même temps, bah, sans doute que le PIB devra baisser. Mais s'il ne baisse pas, bah, au bout d'un moment, on aura un choix entre hausse des températures, destruction des écosystèmes et bien-être et PIB. Ça ne va pas être simple. Hein. Oui, on peut bien sûr moins consommer individuellement. Mais pour ça, il faut payer des impôts en fait. Parce que l'impôt, c'est la baisse de la consommation individuelle pour la consommation collective. Donc déjà, si on est réticent à payer l'impôt, à mon avis, on va être réticent à vouloir moins consommer. Alors bien sûr, on dit il faut que les riches payent, mais nous, on a fait le calcul dans ce livre, La pensée alternative, on a fait le calcul sur est-ce qu'on peut décroître en taxant uniquement les riches, et en fait, ça ne marche pas. Bien sûr que les riches, il faut qu'ils payent. Bien sûr, j'ai l'impression d'être un vengeur masqué. Non, je veux dire par là qu'ils peuvent payer, chacun contribue en fonction de ses capacités, c'est la déclaration des droits de l'homme. Donc les riches qui peuvent plus, doivent payer plus, ça c'est clair, mais ça suffira pas. La baisse de la consommation, elle doit être générale. Et peut-être qu'on peut s'en sortir avec des biens consommés à usage plus
comment dire, par exemple, au lieu de se déplacer en voiture, se déplacer en transport en commun. Mais vous voyez bien le problème que ça pose, c'est que transport en commun, ça veut dire vivre avec les autres. Alors c'est vrai que c'est bien vivre avec les autres. On est tous pour une société solidaire où voilà, on a son voisin qui sent peut-être un peu fort, mais d'un autre côté, c'est des contraintes. Et il va falloir faire accepter aux ménages ces contraintes que représente le basculement d'une consommation individuelle à une consommation collective. Voilà, et c'est pas simple. Merci. Isabelle ? Alors, je voudrais revenir sur deux, trois points et répondre aux questions en 5 minutes, donc c'est ça. Réaffecter l'épargne européenne qui aujourd'hui part ailleurs, part à l'extérieur, par des contrôles de capitaux. Pourquoi pas, mais si on fait ça, cette épargne-là, elle cherchera de toute façon quand même un minimum de rentabilité. Ça nous renvoie toujours à la question de savoir comment est-ce qu'on finance la part non rentable des investissements indispensables. C'est-à-dire comment est-ce que on finance des vastes plans de rénovation thermique, comment est-ce qu'on finance des gros investissements d'infrastructures, notamment dans le fret ferroviaire, dans le ferroviaire, pour changer nos mobilités. Comment est-ce que on adapte nos villes aux phénomènes climatiques extrêmes. Comment, par exemple, on essaie de faire des villes éponges. Comment est-ce qu'on remet des puits de carbone. Tout ça, ce sont des investissements non rentables au sens où ils n'ont pas de retour financier. Ils coûtent, ils n'ont pas de retour financier, mais ce sont des investissements indispensables sur un plan écologique. D'accord ? Et comment est-ce que on remet également du social dans tout ça ? Parce qu'on est d'accord pour dire que notre société va mal. On est dans un contexte de polycrise. D'accord ? Donc, les investissements à réaliser sont également des investissements sociaux. Il faut remettre en fonctionnement nos services publics. D'accord ? Il faut rénover les écoles, les universités, nos hôpitaux. Bon, comment est-ce qu'on finance tout ça ? Et moi, il me semble que la question, c'est pas tant de maintenir Y constant. La question, c'est comment on augmente G, comment on augmente I. Je pense qu'on ne peut pas le faire simplement en augmentant les impôts ou en permettant aux États de s'endetter sur les marchés. Donc c'est en cela qu'il nous faut considérer des solutions monétaires alternatives. Et la démarchandisation nécessaire que tu évoques dans tes travaux, mais on partage complètement ce point-là. Et là où je pense qu'il faudrait qu'on poursuive le dialogue et qu'on travaille un peu plus ensemble, c'est que, à mon sens, cette démarchandisation n'est pas possible à système monétaire et financier inchangé. Pourquoi ? Parce que notre système monétaire est précisément le levier de la société marchande. C'est vraiment la monnaie bancaire sur laquelle repose le système monétaire contemporain. C'est une monnaie capitaliste qui fait de l'argent avec de l'argent. C'est une monnaie marchandisée qui est au service du déploiement de la sphère marchande. C'est pas une monnaie avec laquelle on va justement démarchandiser. Donc c'est là-dessus qu'on devrait, je pense, discuter davantage. Après, je voudrais répondre plus précisément sur les instruments de reflux, d'accord, et la batterie en fait d'instruments de régulation monétaire associés à la monnaie sans dette. La monnaie centrale sans contrepartie financière, j'ai dit tout à l'heure, c'est une monnaie qui ne s'auto-détruit pas, c'est une monnaie permanente. Donc il faut effectivement réguler le stock de monnaie en circulation. Alors d'abord, en fait, il faut créer le reflux qu'il n'y a pas spontanément, non pas en demandant aux gens qui ont eu les subventions de les rembourser, mais en introduisant en fait des instruments fiscaux, des microtaxes. Alors on peut penser à des microtaxes monétaires et des microtaxes environnementales. Alors oui, il faut de l'impôt, d'accord, on est bien d'accord sur ça. Mais non, parce que c'est pas pareil. Ils sont pas utilisés de la même manière. C'est-à-dire qu'ils sont pas utilisés pour financer les investissements. Ils sont justement utilisés pour créer un reflux, d'accord, un reflux de monnaie que l'on peut soit remettre dans le circuit dans les moments où il n'y a pas de pression inflationniste, soit restituer à la Banque centrale pour qu'elle la détruise quand il y a de la pression inflationniste. Ça, ce sont ces micro-taxes, ce sont des instruments permettant de créer le reflux monétaire. Des méga créations de monnaie et des micro-taxes.
Attends, je veux dire, je n'ai pas attention à la Laisse-moi rhétorique. finir, je n'ai pas fini. Donc ça, c'est pour créer un mécanisme de reflux, d'accord, vers la Banque centrale. Ensuite, il faut effectivement activer toute une batterie d'instruments monétaires. Donc, en plus de cette possibilité de restitution de monnaie à la Banque centrale par les instruments de reflux, il faut des instruments de régulation monétaire qui sont des instruments en fait de politique monétaire, c'est-à-dire que l'augmentation du taux d'intérêt directeur, l'augmentation des réserves obligatoires, des ventes éventuelles de titres détenus par la Banque centrale, voire même une sorte de grand emprunt de la Banque centrale qui n'en a pas besoin, d'accord ? La Banque centrale n'emprunte pas, contrairement à ce que pense Henri Sterdyniak, n'emprunte pas des ressources qu'elle prête, c'est le contraire, d'accord ? Ce sont les prêts de monnaie centrale qui font les réserves des banques à la Banque centrale, et pas l'inverse. Mais imaginons que la Banque centrale lance une forme de grand emprunt populaire. En fait, ça permettrait aussi de stériliser une partie de la monnaie en circulation. Donc il y a toute une batterie en fait d'instruments monétaires envisageables pour stériliser la monnaie créée, pour détruire de la monnaie quand la masse monétaire devient excessive, d'accord ? Et ça fait complètement partie du dispositif. C'est-à-dire qu'il faut un dispositif de régulation, monétaire associé à la monnaie sans dette. Mais ça s'appelle la politique monétaire, avec ces instruments de reflux. Et juste un point sur la démocratie, quand même, sur le... évidemment que la gouvernance des institutions au cœur de ce dispositif est absolument... c'est une question incontournable. Donc nous, il y a notre version idéale du dispositif, avec deux institutions qui sont créées. Un institut d'émission qui dit à la Banque centrale, vous devez émettre tant de monnaie centrale sans dette pour pouvoir financer tant globalement d'investissements indispensables, non rentables. Mais ce dispositif est décentralisé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tout un ensemble d'acteurs, des ménages, des entreprises, des organismes publics qui sont porteurs de projets d'investissement indispensables, non rentables, et qui font des demandes de subventions auprès de la Caisse de développement durable de la Société financière publique, qui, elle aussi, comme l'Institut d'émission, en fait, dans notre schéma idéal, a une gouvernance démocratique, avec, autour de la table des décisions, des parlementaires, des scientifiques, des représentants de la société civile. Ça, c'est notre version idéale. Après, pour rendre ça compatible avec le cadre européen, eh bien, évidemment, on se heurte au principe d'indépendance de la Banque centrale. Et donc, on se heurte à un schéma beaucoup plus technocratique. Comment rendre ça compatible ? Eh bien, en mettant l'Institut d'émission à l'intérieur de la Banque centrale comme un comité. Là, c'est pas idéal, certes, parce que la Banque centrale peut suivre ou ne pas suivre les recommandations de cet Institut d'émission. Et en outre, on ne peut pas mettre des représentants politiques autour de la table de l'Institut d'émission. Mais bon, c'est la solution de compromis pour mettre un pied dans la porte, si je puis dire. Après, je suis bien d'accord avec vous et bien d'accord avec David sur ce point-là. L'indépendance de la Banque centrale qui conduit en fait à une décision totalement technocratique et une activation finalement de cette puissance monétaire de manière totalement technocratique, je pense que ce n'est pas acceptable. Merci beaucoup. Je pense que c'est un peu la conclusion de cette heure et demie passée ensemble. Il y avait énormément d'éléments qui ont été versés au débat. Je vous remercie beaucoup, Jésabel Coupé-Soubeyran et David Kella. Et puis, merci à vous tous et toutes. Et à bientôt.